Cela, je tenais à le dire. Et un autre aspect très important en rapport avec la communication de Dr Sow, c'est que quelque part, j'étais très mal à l'aise de pouvoir modérer une brillante communication d'un homme qui croit fondamentalement que la seule voie de salut, c'est le savoir. Monsieur Sow, j'ai pris mon courage à deux mains pour rester parce que tout simplement, lors de notre première rencontre dans votre bureau en discutant, à un moment donné, vous avez effacé cette barrière hiérarchique pour me dire, mais Ibou, de toi à moi. Cela m'a permis de me sentir proche de vous. Je tenais vraiment à le dire. Un autre aspect très important, toujours par rapport à votre communication, vous avez rappelé le statut des hommes et femmes du Kekendo à travers les différents mouvements de grève au sein de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le mouvement Kekendo était catalogué à tort, et il faut le dire aujourd'hui, d'être semeur de troubles, d'être un mouvement de nullage, d'être un mouvement d'hommes violents. Mais avec la culture casamançaise, comme vous venez de le dire, où il est difficile de trouver une famille homogène, nous sommes déjà préparés à l'avance de pouvoir vivre dans la paix, dans la stabilité, mais aussi dans l'harmonie. Comme cela est ressorti dans votre communication. Je l'ai évoqué. Mais vous me mettez aussi mal à l'aise, parce qu'il y a dans la salle une brillante jeune fille qui me regarde avec un sourire, mais le malheur c'est qu'elle est polie. Et quand je vous écoute, M. Sow, dans votre communication, quand vous parlez de votre ethnie, vous en parlez avec fierté. Au point qu'on a le sentiment qu'il y a des lacrymogènes qui nous tombent sur les têtes. Cela règle à l'avance un problème. Oui, il n'est pas facile de modérer un historien. Dès l'instant qu'il s'installe dans deux domaines, dans deux dimensions du temps, c'est-à-dire l'approche synchronique et l'approche diachronique, cela est difficile à cerner. Un autre aspect très important, quand vous vous lanciez dans le développement, vous évoquiez, M. Sow, Dr Sow, de la linguistique, vous convoquez la linguistique. C'est M. Ndiaye qui est prof de linguistique, qui peut être à mesure de pouvoir, en quelque sorte, éclairer encore davantage ces points. Mais ayant fait la linguistique en première année et deuxième année au département de philo, et ayant une idée de ce que Ferdinand de Saussure a dit sur les langues, je peux me hasarder de dire que la consonance même de la Casamance nous renseigne sur la diversité culturelle. À savoir que Casa, qui est un vocable assez poétique, et Mansa, que personnellement je loge dans la culture mandingue, me rassure déjà qu'il y a un brassage qui est là. Je tenais à signaler cela, mais aussi dire que si je n'avais pas lu les rêves de mon père de Barack Obama, rassurez-vous, je ne connais absolument rien de la langue anglaise et je ne vous amènerai pas aux États-Unis pour longtemps. Quand il parlait à un moment donné dans ce livre que je venais de boucler il y a moins de 4 jours, la question de l'identité, la fierté que l'on a d'être soi-même, et comme le disait Jean-Paul Sartre, il faut être soi pour pouvoir revendiquer son identité. Il faut être soi pour pouvoir donner. Vous nous avez fait un brillant exposé là-dessus. Et un autre aspect très important, toujours en rapport avec l'objectivité de l'historien, qui est souvent mise en jeu ou bien qui est souvent questionnée. Est-ce que l'objectivité de la science présuppose l'objectivité de l'historien? Est-ce que l'historien étant scientifique au sens, j'allais dire, technique, il est évident qu'on peut continuer à débattre. À l'endroit de mon professeur qui est son ami à me donner une mention avec étonnement du jury. Il est évident que ce n'est pas ça. Mais pour dire qu'on a cru, nous avons cru en nous-mêmes, avec un grand frère qui est là, qui nous a tout le temps épaulé, M. Paco, qu'on nous
nous appelons affectueusement Papo, et qui nous a vraiment permis aujourd'hui d'être là. J'ai osé modérer après votre communication parce qu'il me serait difficile de vous introduire, monsieur Sow. Sinon, si j'avais parlé avant vous, heureusement de Khalil, par des truchements peut-être pour avoir lu ma pensée, m'a placé en dernière position, sinon je serais impertinent quand j'aurai à prendre la parole avant vous. Mais heureusement, vous m'avez déjà épaulé parce que ce lieu est mythique. Vous l'aviez dit. Les jeunes de la Casamance ont rempli cette salle pour la première fois, d'étudiants seulement, de 10h à 13h, avec le ministre qui était déclaré persona non grata. Mais nous avons la fierté aujourd'hui d'être sur ce présidium qui a toujours été une place mythique pour nous, parce que c'est déjà en classe de première en 2008 que nous avions suivi la leçon inaugurale de Kebambaye par vidéo. Et on a suivi Mamoussé Diagne ici, Souleymane Bachir Diagne, on a dit qui devait prononcer une communication et tant d'autres. Et on se disait que cette place n'est pas la nôtre. Mais avec vous, M. Sow, nous osons le dire. Et pas pour. Donc on va continuer pour avoir osé torturer le temps, parce que tout ce que vous avez dit, on ne peut pas résumer cela, tellement c'est riche. Et résumer, c'est pouvoir élaguer les parties non inessentielles. Mais M. Sow, docteur, tout ce que vous avez dit est essentiel. Et par rapport à ça, je me tiens seulement à mon impertinence et à vous dire bravo. Introduire le président Babacar Bati, qui est étudiant en master de géographie à la faculté des lettres et sciences humaines. Bonsoir tout le monde. J'aurais bien aimé ne pas saluer les jeunes filles parce qu'ils se sont préparés à la dernière minute. Mais j'ose dire un mot de bienvenue à tous ceux qui sont ici présents. Monsieur le représentant du recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Monsieur le représentant de Monsieur le ministre Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur le représentant du COSEC, du directeur du COSEC, M. Abou Diop, Monsieur le représentant du ministre Benoît Sambou, Monsieur le représentant du directeur du COUD, Mesdames et Messieurs les participants, honorables invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un bien réel et agréable plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie officielle d'ouverture de la 12e édition des 72 heures de l'Association des étudiants pour le développement de la Casamance. Je veux bien nommer le Kekendo. Je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à mes camarades étudiantes et étudiants des autres contrées du pays qui ont bien voulu se joindre à nous cet après-midi pour assister à la conférence dont le thème est la Casamance, une société multiculturelle, riche en atouts et dans l'embarras. Votre venue prouve nettement que vous avez déjà accepté la diversité culturelle comme source d'enrichissement de la société. Je voudrais vous dire en ma qualité de président de l'AEDC toute la joie et la satisfaction des membres du bureau de cette association de vous savoir si nombreux à la présente rencontre. Merci d'avoir sacrifié de votre temps précieux pour répondre à l'appel du Kekendo. Mesdames et Messieurs les participants, honorables invités, Mesdames et Messieurs, nous sommes au cœur d'une nouvelle démarche d'un renouveau de l'engagement des dignes fils et héritiers des valeurs de leurs ancêtres. Je veux bien dire les Invicta Félix. De Tambacounda à Ziguinchor en passant par Kolda et Sédhiou forment une seule et même famille. L'héritage que nos prédécesseurs nous ont légué a été fructifié par cette jeune génération aux qualités surprenantes, doublée d'une énergie positive débordante et dont les initiatives s'inscrivent au cœur de la prise en charge des préoccupations majeures de nos gouvernants et des populations de la Casamance, qui nourrissent un espoir énorme sur les filles unitaires que nous sommes. La liberté de choix est un principe universel pour lequel il ne devrait y avoir aucune exception. Nous ne sommes pas arrivés à la conclusion de l'immuabilité de ce principe simplement poussé par de bonnes raisons. Ce qui nous y a conduit, c'est l'analyse impartiale des processus objectifs
de l'époque dans laquelle nous sommes en train de vivre. Notre engagement fera très certainement l'objet d'un jugement, voire d'un jugement sévère, et cela sur tous les plans. Néanmoins, cela ne détournera en rien les engagés que nous sommes, résolus à donner le meilleur de nous-mêmes, en toutes choses et en tout lieu, pour arriver à une meilleure Casamance. Carrefour de la sous-région, la Casamance comprend une mosaïque d'ethnies aux traditions et religions différentes, une communauté multiculturelle caractérisée par la participation de tous, je dis bien de tous, à la vie sociale, dans un contexte harmonieux, dans le respect des droits individuels, et cela depuis toujours, comme l'a bien souligné M. le conférencier, le professeur Moustapha Sow. Mankagne, Manjak, Balant, Djola, Serer, Pepel, Mandeng, Peul, Couleur, Bassari, Bédik, Dahanké, j'en passe. Telle est la communauté arc-en-ciel que nous formons en Casamance. Malgré nos différences, nous nous reconnaissons tous à travers une identité, l'identité casamançaise. Vous conviendrez tous avec moi que l'ostracisme de l'administration locale en Casamance, dans un passé récent, les expulsions commencées dès 1964, la déperdition scolaire des années 1980, les scandales politico-financiers autour de la question des lotissements entre 1973 et 1981, la répression violente du 26 décembre 1982, les indemnisations dérisoires versées aux victimes des expropriations de terres et les confiscations des terrains de cueillette et de culture reclassés en forêt ou cédés à des complexes hôteliers ont exaspéré les populations casamançaises, obligeant ces derniers à se replier sur elles-mêmes pour voir, dit-il, recouvrer leur dignité. Néanmoins, l'intelligence des hommes doit converger vers la quête d'une entente entre les différentes communautés, et cela s'obtiendra seulement dans la prise en charge effective des préoccupations de tous, et cela dans une démarche inclusive ancrée dans les bases de la bonne gouvernance et de la gestion rationnelle des ressources. La jeunesse de Casamance a trop enduré, mais aussi a su résister. Nous croyons que c'est le plus important et c'est ce qu'il faut retenir de son parcours plus que mythique. Elle a résisté et aujourd'hui c'est ce cri de résistance qui sort de son cœur, dans la détresse où l'a laissé le désastre de la patrie. C'est ce cri que nous, la jeunesse, sommes en train de pousser. Nous qui ne nous sommes pas résignés juste parce que nous voulons faire notre devoir. Devoir qui est de sauver la Casamance pour le bien de tous. C'est parce que nous nous sommes sentis isolés et désarmés dans le chaos des idées, des opinions et des systèmes qu'aujourd'hui nous cherchons où est notre devoir. Nous avons enduré et aujourd'hui encore nous endurons. Mais le plus important reste que nous jeunes avons pu garder nos cœurs et nos esprits loin du mal et des tentations. Endurer ne nous oblige pas à être amorphes. Cela est contraire à nos principes et valeurs, mais cette situation nous incite surtout à agir, à faire quelque chose qui se traduit en faits positifs, en actes raisonnés et utiles. Mesdames et messieurs les participants, honorables invités, je ne saurais terminer sans pour autant aborder la troublante question de l'indifférence dont le sort de la Casamance fait objet de la part de beaucoup d'autorités. Enracinés dans la tradition et dans les valeurs et vertus de nos ancêtres, certains d'entre nous ont aujourd'hui la sensation d'avoir été abandonnés par l'humanité. Ce qui, à nos yeux, n'est pas la pire des choses. Pour nous, être abandonnés de Dieu était pire qu'être puni par lui-même. Mieux vaut un Dieu injuste qu'un Dieu indifférent. Être ignoré de Dieu est un châtiment plus terrible encore qu'une victime de sa colère. L'homme peut vivre loin de Dieu, mais pas à l'extérieur de Dieu, car Dieu est partout où nous sommes, même dans la souffrance. D'une certaine façon, être indifférent à la souffrance des autres est ce qui rend l'être humain inhumain. L'indifférence, après tout, est plus dangereuse que la colère et la haine. La colère peut à certains moments être productive. On peut écrire un beau poème, une belle symphonie sous l'emprise de la colère. On peut faire quelque chose d'étonnant par amour de l'humanité, parce que l'on est en colère contre l'injustice dont on est témoin. L'indifférence n'est quant à elle jamais créatrice. Elle ne suscite aucune réaction ni un commencement. Elle est une fin. Le bouleversement sociétal en Casamance, l'accentuation de la paupérisation du fait du manque de projets structurants,
la déperdition scolaire entraînant la jeunesse dans la délinquance, l'alcoolisme, la toxicomanie et autres, les prisonniers politiques dans les cellules, la diabolisation du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, les enfants affamés, les réfugiés sans abri et vivant dans des conditions incertaines, la mésentente de nos dirigeants politiques. Ne pas réagir face à cette situation dramatique, ne pas apporter un réconfort face à la solitude que nous endurons, en nous offrant une étincelle d'espoir, revient à nous exiler hors de la mémoire des hommes. Et en niant notre humanité, vous trahissez la vôtre. Mesdames et messieurs les participants, honorables invités, j'ose espérer qu'à la fin de cette journée mémorable du fait de la diversité culturelle, ethnique et religieuse évoquée tout à l'heure, présente aussi dans cette salle, nous allons ensemble prendre la sage décision de faire de la place pour notre prochain, dans nos cœurs, et cela pour des siècles et des siècles. Amen. Merci, Monsieur le Président. Nous tenons aussi à vous remercier pour tout ce que vous faites pour les étudiants de la Casamance et pour toute la communauté universitaire. Nous allons maintenant introduire M. Captain Bassel pour aborder. Je veux juste dire à vous tous qui avez tenu à assister à cette conférence, je tiens à vous saluer. Très chère Assemblée, vous conviendrez avec moi qu'il est très difficile de prendre la parole après l'exposé aussi pertinent qu'a bien voulu nous gratifier le professeur Sow, président du partage. Le second thème porte sur la lancinante question de la gestion du processus de paix en Casamance. Et il a pour titre processus de paix en Casamance, espoir ou illusion. D'habitude, quand il s'agit de parler du conflit en Casamance, ce sont des voix beaucoup plus autorisées que la mienne qui sont autorisées à se prononcer. Et c'est pourquoi je sollicite votre indulgence si, après mon exposé, il s'avère que je ne sois pas parvenu à satisfaire une partie de vos demandes. En effet, contrairement à M. Sow, qui est professeur d'université, et à qui je renouvelle toutes mes félicitations, René Capin Bassel n'est qu'un simple petit journaliste de formation. Cela dit, je tiens à préciser, au risque de décevoir certains d'entre vous, que je suis loin d'être un expert de la crise en Casamance. Je n'ai jamais étudié l'histoire de la Casamance, et par conséquent, il me serait trop prétentieux de vouloir et d'accepter qu'on me donne la qualification de spécialiste de la crise en Casamance. Je rappelle à ce propos que ce qui est baptisé le trouble en Casamance comporte des aspects multiples avec un dedans, un dehors, un ou plusieurs à côté, un à gauche, un à droite, un au-dessus, un en dessous, le tout si bien imbriqué les uns dans les autres qu'il serait très prétentieux à tout un chacun, qu'il soit journaliste, qu'il soit médiateur, autorité militaire, combattant blessé ou autre, de prétendre maîtriser l'ensemble de la problématique de la crise casamançaise. Prononcer un discours dans cette université, temple de la pensée et de la parole, n'est pas chose facile, surtout s'il s'avère que c'est pour la toute première fois que le pauvre invité que je suis de tenter d'animer une conférence de ce genre et sur un sujet aussi délicat qui se rapporte au conflit casamançais. Il ne m'est pas facile de prendre la parole face à des auditeurs aussi nombreux et intellectuellement pointus, si vous me permettez l'expression. Et c'est pourquoi je tiens encore une fois à demander de bien vouloir accepter de me tolérer s'il arrive que dans mon raisonnement, je commette des erreurs de pensée et de parole. Chère Assemblée, rassurez-vous
que je tâcherai de donner le mieux de moi-même pour essayer de répondre à vos attentes. Pour qu'à la fin de mon exposé, vous n'ayez pas à regretter le précieux temps que vous avez consacré pour m'écouter. La crise en Casamance est un sujet très sensible et c'est à lui-même risqué de s'aventurer d'en parler. Et pour cela, j'implore le bon Dieu afin qu'il éclaire mes pensées pour qu'au sortir de cet amphithéâtre, nous ne soyons pas, vous et surtout moi, appelés à répondre à la guerre. Ce point-là, qui, outre mesure, se situe dans la dynamique de la recherche de solutions pacifiques à cette crise casamançaise. La belle Casamance, cette partie de notre pays meurtrie par plus de 33 années de conflits armés. Cette guerre qui, hélas, perdure encore avec son lot de luttes conséquences sur les populations civiles. Cela dit, ne vous attendez pas au discours d'un grand expert, mais à un simple exposé qui va tourner autour de 2 points essentiellement. Le premier commentaire portera sur les facteurs bloquants du processus de paix en Casamance. Et le second, les commentaires porteront essentiellement autour des tentatives de proposition de solutions de crise en Casamance. Et cela dit, nous allons entrer dans le sujet pour dire que, après la marche pacifique du 26 décembre 1982, dont avait évoqué tout à l'heure M. Boubacar Badi dans son discours, les autorités sénégalaises, au lieu de chercher à entrer en contact avec les organisateurs de la marche pour les écouter, essayer de les comprendre et trouver avec eux des solutions de sortie pacifique de crise, les autorités avaient opté pour la répression, pour la torture, pour les arrestations massives à l'endroit de toute personne susceptible d'appartenir au MFDC ou supposé soutenir la rébellion en Casamance. Et l'objet dans un premier temps, voire impératif pour les belligérants d'entamer une négociation efficace et de leur donner toutes les chances de succès à travers la recherche de formules acceptables par les uns et les autres, avec évidemment l'implication de la population civile. Dommage que les tentatives de négociation déclenchées depuis 26 ans soient invariablement plombées par un ensemble d'éléments aussi complexes que divers. Et cela nous conduit directement au premier point, qui est entre autres les facteurs qui paralysent le processus de paix en Casamance. Parmi ces éléments bloquants ou retardant l'avancée du processus de paix en Casamance, il y a ce que je qualifie de facteurs indirects et ce que je définis comme étant des facteurs directs. Et ces facteurs indirects, je précise encore que je ne suis pas expert en la matière, je ne maîtrise pas non plus tous les aspects du conflit, mais de par mes très maigres recherches, je crois que le principal élément, parmi les causes qui de façon indirecte sont en train de retarder le déclenchement du processus de paix en Casamance, c'est le fait que le conflit n'intéresse pas ou semble ne pas intéresser la communauté internationale. À la limite, c'est pour moi un conflit oublié, comme j'ai tenté de l'expliquer dans mon second livre, Casamance, précis d'un conflit oublié. Et à mon avis, cela est lié à plusieurs facteurs, dont entre autres, le fait que ce n'est pas un conflit, le fait que ce n'est pas un conflit assez médiatisé. Les morts, les blessés, les réfugiés, les destructions des infrastructures sociales de base ne sont pas montrées dans les grandes chaînes de télévision internationales, comme on le voit ailleurs pour certains pays. C'est un conflit de faible intensité, avec des accrochages et affrontements assez espacés dans le temps. C'est aussi un conflit très localisé. En réalité, les affrontements se déroulent dans une partie de la région de Ziguinchor, celle de Sédhiou est un peu affectée et celle de Kolda pas directement affectée par
les conflits, par les combats entre militaires et combattants du MFDC. Le conflit armé n'a pas affecté la capitale Dakar et les autres régions du Sénégal. C'est aussi un conflit qui n'intéresse pas les grandes ONG, qui militent en faveur des droits et des respect des droits de l'homme. Il y en a qui de nos jours, aucune ONG de renommée internationale qui est en train de travailler sur la problématique de la crise en Casamance. La seule institution qui avait tenté, à travers un rapport argumenté, de porter les conséquences et les violations des droits humains en rapport avec le conflit casamancé au niveau international était Amnesty International. Et à cette époque, l'État sénégalais, au lieu de prendre des mesures pour mettre fin à cette situation d'impunité qui prévalait sur le terrain, avait vigoureusement réagi à la suite de la publication d'un document. Il a réfuté certaines affirmations et a essayé d'apporter sa propre explication des faits. En dehors de la Casamance, ce conflit n'intéresse pas grand monde. Aucune ONG importante du territoire, même celle implantée au Sénégal, ne s'en préoccupe vraiment pas. Seuls quelques petites ONG basées en Casamance et peu crédibles aux yeux des MFDC et des politiques tentent avec difficulté de se positionner sur ce dossier. Il y a le fait aussi que l'État ait refusé d'admettre à un certain moment l'existence d'un conflit en Casamance en parlant d'opération de maintien d'ordre. En fait, il y a le fait enfin, je veux dire, que les belligérants eux-mêmes aient imposé une sorte de tabou en intimidant ou en étiquetant de connivence ou avec la rébellion ou avec l'État toute personne, qu'elle soit chercheur ou journaliste, qui s'intéresse au sujet, ce fait a considérablement contribué à faire disparaître le conflit casamancé des projecteurs de l'opinion internationale, voire même de l'opinion nationale sénégalaise. Pour ce qui est des facteurs directs se situent bien aussi du côté du MFDC, du côté de l'État du Sénégal, que du côté de la société civile. Pour ce qui concerne le MFDC a retardé le processus de déclenchement du conflit par le fait que le mouvement se dit prêt à négocier de tout. Non, le mouvement se dit qu'il n'est prêt à négocier que de l'indépendance. Donc on veut négocier, mais on ne négociera que l'indépendance. Le fait aussi que ce mouvement ne soit pas uni. Parce que si la volonté de dialoguer et de négocier est affichée du côté du MFDC, nous sommes en face d'un mouvement très désuni. Ensuite, il y a le fait que le mouvement n'a jamais pu préserver son unité après la mort de Diamacoune et de Sidi Badji. Enfin, il y a la rupture des liens politico-militaires entre les dirigeants de l'aide politique civile et les chefs de la branche armée comme des MFDC. Entre ces deux entités, politiques et militaires, il n'y a pas de proximité et de grande complexité entre la logique, alors que la logique voudrait que ce soit la branche politique qui donne conscience à celle militaire. La conséquence est que l'aide combattante est de nos jours orpheline de son intelligence, c'est-à-dire du soutien qu'aurait dû lui apporter l'aide politique dans l'organisation et l'orientation des activités dans le cadre du processus de négociation. Donc il appartenait à l'aide politique de s'occuper du volet de négociation et aux combattants de s'occuper de l'aspect militaire. Les combattants n'ont pas de tempérament de négociateurs. Les MFDC, jusqu'à nos jours, ne parviennent toujours pas à formuler et à conceptualiser des solutions politiques et institutionnelles consensuelles de sortie de crise en dehors de toute idée de revendication de l'indépendance. Autrement dit, le mouvement n'a toujours pas de plateforme revendicative élaborée et acceptée par toutes ses composantes. Cela, malgré le fait qu'un certain nombre d'intellectuels et de cadres militent dans ce sens. En effet,
le mouvement indépendantiste n'a plus d'interlocuteur reconnu par tous et habilité à parler en son nom, comme c'était le cas du vivant de la Yamakon. Il y a enfin le fait que l'aide politique, dont fait partie M. Boudali, qui est à l'extérieur, ses membres refusent souvent et systématiquement, par peur d'être arrêtés ou d'être assassinés, selon leur dire, de se déplacer de l'Europe vers le Sénégal pour entrer en contact avec les combattants afin de pouvoir discuter, afin de pouvoir se retrouver autour d'une position et pouvoir discuter avec l'État du Sénégal. En somme, le MFDC n'est aujourd'hui pas suffisamment organisé pour aller vers une négociation qui engage toutes ces factions. Voici donc un certain nombre de facteurs qui contribuent à retarder l'avancée du processus de paix en Casamance du côté du MFDC. Et pour ce qui concerne l'État du Sénégal, depuis 1990, le Sénégal, malgré l'intervention de plusieurs médiateurs, n'est toujours pas encore parvenu à convaincre les combattants à déposer les armes. L'échec de ces différents médiateurs est lié, selon mon entendement, à deux facteurs. Il s'agit notamment de la disposition de l'État de discuter de tout sauf de l'indépendance. Et je dit, on discute rien d'autre que l'indépendance, l'État dit de discuter de tout sauf de l'indépendance. Du manque de solutions élaborées de sortie de crise. De la stratégie que j'ai qualifiée d'infantilisation des MFDC. En effet, on a l'impression que les autorités se comportent comme étant trop supérieures au MFDC et qu'elles ne semblent pas prendre en considération. En plus clair, il y a comme une sorte de regard d'en haut, l'autorité sénégalaise, qui dans le cadre d'une négociation décide de tout. C'est l'État qui décide de tout. L'État choisit invariablement et de façon unilatérale ceux qui doivent négocier avec les MFDC. On a des problèmes, mais c'est l'État qui choisit celui qui va aller négocier. C'est une pratique très dommageable parce que les médiateurs choisis par l'État, en l'absence de tout consensus, sont automatiquement suspectés par le MFDC qui réfutent leur impartialité et leur sincérité. Donc, ce manque de plan de sortie a engendré un flou dans la stratégie de l'État et a favorisé l'installation de certaines négociations sectaires et pro avec certaines factions du MFDC. Ce flou se traduit par la nomination invariable de M. Casamance, auquel il n'a jamais été remis de cahier de charge précis. Donc sur le terrain, ces derniers travaillent avec beaucoup d'argent, développent des stratégies et entreprennent des initiatives totalement opaques. Ils déroulent librement et sans aucun contrôle de l'activité et rendent compte à l'état de résultats ou de leurs progrès obtenus. Je pense que nous reviendrons un peu plus en détail sur ces messieurs Casamance. Injectent beaucoup d'argent dans le processus de négociation qui lui est propre et qu'il mène le plus souvent avec des acteurs intermédiaires qui ne sont pas déterminants ou qui sont très souvent contestés même au sein des MFDC. Sur le terrain, nous avons différents acteurs de paix qui agissent en même temps et dans un désordre total et concurrentiel. Chacun négociant ou collaborant avec sa faction, se croyant ou se faisant croire à un moment donné détenir la solution miracle avant de tomber dans la disgrâce présidentielle et même dans l'oubli.